Merci Christian. Est-ce qu'il y a des réactions parmi le public? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou bien si les personnes à distance qui sont en train de nous écouter ont des questions ou des commentaires, nous sommes preneurs. Oui. Les personnes, voilà, si vous voulez bien venir ici et parler au micro. Alain Favre de Savoie, ça marche ou pas? J'entends pas que ça marche, mais tant mieux. Donc, je vais dire deux choses. D'abord, donc il y a un phénomène aussi chez les, non pas seulement chez les néolocuteurs, mais les locuteurs, je dirais, conscients, un peu, je veux dire le mot arpitant, par exemple. C'est qu'en fait, souvent quand on se on rencontre pas seulement des gens de notre région. Donc chez moi j'habite à côté de Genève, donc des gens qui parlent franco-provençal ou arpitan, il n'y en a plus. Hein, maintenant, on entend parler, je sais pas moi, anglais, portugais, enfin arabe, enfin je veux dire. Et puis les gens, ils travaillent tous à Genève, donc dans des sociétés internationales. Donc effectivement, je veux dire, donc l'arpitan est en voie de disparition. Donc si je parle, c'est avec des gens un peu éloignés. Donc ça veut dire qu'on va faire un petit peu attention à ce qu'on dit. Et on sait que on a des formes donc qui se reprennent pas. Par exemple, pour dire la clé. Donc, je pense que tout le monde comprend le français ici, la chiave. Donc, moi, je dis l'atla. Mais l'atla, personne ne comprend. Donc, mais quand je dis la clia, je peux aller en Piémont, je peux aller n'importe où, en Pays de Vaud, tout le monde comprend. Donc, j'ai peu à peu appris des choses à éviter. Deuxième phénomène, en fait, on se rend compte quand même qu'il y a une évolution de la langue, moi je dirais presque une sorte de régression, ou par exemple de forte francisation chez nous, comme il y a une forte italianisation en Val d'Ost et en Piémont, sans parler des Pouilles. Donc en fait, donc on se dit non, il faut quand même que l'autre langue ait une certaine, je vais pas dire le mot authenticité, mais revienne un petit peu à certains fondements. Et je sais que les Catalans l'ont fait. Les Catalans, quand il y a 30 ou 40 ans, ils ont pu, entre guillemets, reparler leur langue officiellement. Il y a une sorte de reconstruction. Et il a fallu des fois aller un peu en arrière, donc pour reprendre des formes moins hispanisées, par exemple. Donc, et ça, je pense que les néolocuteurs on le fait, même dans la prononciation un peu palatisée, par exemple. Donc, pour dire la grenouille, la rana. Donc, moi, avant, je disais l'arnoille. Et puis maintenant, je suis revenu à l'arnoille. Donc, avec ce lieu qui a souvent disparu, mais qui me semble, je dirais, enfin, je vais oser le mot un peu authentique. Donc, qui se retrouve un peu partout. Donc, voilà, donc on essaie aussi de contrer certaines évolutions. Merci. Merci. Malheureusement, le micro est là, on ne peut pas le déplacer. Il faut demander à ce... Ouais. Oui, bonjour. La question que je voulais poser, c'était quels étaient vos néolocuteurs? Est-ce qu'ils sont bien des mêmes points que ceux qui... C'est Saint-Martin, je crois, vous avez parlé, là, Saint-Martin-Haut, n'est-ce pas? Plusieurs régions, alors Saint-Martin, mais enfin, les noms du Lyonnais. Et qui étaient ces néolocuteurs? Est-ce qu'ils étaient vraiment de la région ou si c'était des néolocuteurs qui avaient travaillé à partir de différents documents? Et comme le disait Alain Favre, souvent les néolocuteurs sont en contact avec un certain nombre d'autres néolocuteurs, d'autres régions, et finalement, ils n'épousent pas forcément toujours les traits locaux. Et je crois que ça, dans les études comparatives, il faut être très attentif à l'origine géographique de ces néolocuteurs et aussi à leur parcours, parce que je crois que ça influence énormément leur parler. Non, je serais d'accord avec vous. Alors, pour votre question. Non, je serais bien sûr d'accord avec vous. Et pour répondre à votre question, alors, on parlait que de 3 néolocuteurs, je crois, 2 qui venaient de la région et 1 qui venait en dehors. Mais enfin, le point que je voulais souligner, c'était plutôt que ce qu'ils font ensemble est important à un niveau social pour eux, et peut être différent à ce que font les locuteurs dits natifs aussi. Donc, il faut faire la distinction aussi, je crois. Mon objectif, c'est pas de les opposer. Non, du tout. Non, je vois bien ce que vous voulez dire. C'est tout à fait complémentaire. Oui. Simplement, quand on compare très précisément certains phénomènes,
Quand on compare très précisément certains phénomènes phonétiques, je pense qu'il faut être très prudent dans l'interprétation quand on passe au néolocuteur parce que, comme l'a dit Alain Fabre, on n'est plus à la même échelle. Bien sûr, bien sûr. Merci. Moi, j'ai une autre type de question. Tu nous as montré le schéma des réseaux sociaux, en fait, pour faire voir un peu que ceux que tu appelles, on va dire, les néolocuteurs, font pas partie du même type de réseaux sociaux. La question, c'était comment tu es arrivé à faire ce schéma? Est-ce que tu as demandé vraiment à chaque personne qui sont exactement ses contacts? Bon, comment ça s'est passé? Pour arriver à ce schéma, ce que j'ai fait, c'était pendant l'interview, c'était de demander à chaque informateur s'il pouvait nommer d'autres informateurs dans leur communauté. Donc, s'il y avait un lien entre locuteurs dans le schéma, c'était parce que chaque informateur a pu nommer les autres. Voilà l'explication. Okay. Okay. Merci beaucoup pour les questions et les commentaires. Merci. Voilà. Alors, il y a Marc Heinzlin qui est de l'université de Hambourg en Allemagne qui prend la suite.